Aujourd'hui, à Empreinte sauvage, on parle d'un dossier qui menace l'intégrité d'une tourbière millénaire. On parle d'un projet qui risque de faire disparaître des populations animales issues d'espèces menacées du Québec. On parle d'un projet qui met à risque les sources d'eau potable de dizaines de milliers de Québécois. Aujourd'hui, à Empreinte sauvage, on parle du projet d'agrandissement d'un site d'enfouissement de déchets dangereux à Blainville, projet piloté par la compagnie Stablex. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Empreinte sauvage. Mon nom est Patrick Bourgeois, c'est moi qui produis ce balado-là. Empreinte sauvage, c'est quoi? C'est un endroit où on fusionne la politique, l'environnement et la nature. Et aujourd'hui, on va être encore une fois très bien servi car le sujet qu'on aborde fait couler actuellement beaucoup d'encre. Hein? On parle du projet Stablex à Blainville, un projet d'agrandissement d'un site d'enfouissement de déchets dangereux dont une bonne proportion provient des États-Unis et de l'Ontario, aussi du Québec, bien sûr. Pour faire la lumière sur ce dossier-là, pour le comprendre mieux, je vais avoir avec moi le citoyen Claude Baudet. Hein, il fait partie d'un comité de citoyens à Blainville qui s'oppose à ce projet d'agrandissement-là, qui voudrait qu'on arrête d'entreposer des déchets dangereux à l'intérieur même des limites d'une municipalité comme Blainville. Mais avant de me tourner vers Claude Baudet, avant de l'introduire dans le studio, je vous propose de faire un petit retour en arrière, un petit retour dans le passé pour un peu mieux comprendre, pour comprendre les origines de ce projet-là. Je vous rappelle que Stablex est en opération à Blainville depuis 1983. Et déjà à l'époque, l'implantation de cette usine de traitement des déchets dangereux n'avait pas fait l'unanimité. Le gouvernement avait plaidé en faveur d'une solution urgente. Il fallait aller vite pour traiter ces matières toxiques-là. Un peu comme on le fait aujourd'hui. Hein? On nous dit que Stablex à Blainville doit absolument ouvrir une nouvelle cellule, la cellule numéro 6, pour éviter tout bris de service. À l'époque, par contre, ce qui se passait, c'est que c'était vraiment le Far West. Hein? Le ministre de l'Environnement de l'époque, Marcel Léger, du gouvernement du Parti québécois, expliquait que les déchets se retrouvaient un peu partout dans l'environnement. Il n'y avait pas vraiment de contrôle là-dessus. Il y avait le phénomène de ce qu'on appelait là, les boîtes magiques, c'est-à-dire que des industries mettaient des substances toxiques dans des grosses citernes, puis on perçait en dessous de la citerne, puis on se promenait, puis on les laissait à un endroit pour que ça se déverse tout seul dans l'environnement. Il y a des produits toxiques qui se retrouvaient dans les rivières. Des citernes de produits dangereux étaient abandonnées à gauche et à droite parce qu'on ne savait pas quoi faire avec ça. Des personnes s'improvisaient des dépotoirs qu'on disait en mesure de traiter les produits dangereux, des matières dangereuses, des produits toxiques. C'est un peu ce qui est arrivé à Sainte-Julie. Hein. Tous les camions de Montréal se sont tournés vers cette ancienne carrière-là, puis on mettait plein de produits dangereux là-dedans. Bref, c'était vraiment urgent à cette époque-là, c'est vrai, de faire quelque chose. Et Marcel Léger avait publié un texte dans la presse pour annoncer cela. Hein, le ministre de l'Environnement disait, Marcel Léger disait, avant l'entrée en vigueur du règlement sur la gestion des déchets liquides en 1975, les industries du Québec pouvaient déposer les résidus de leur production dans n'importe quel endroit, entre autres dans des dépotoirs à ciel ouvert. En 1978, j'ai donc, ça c'est Marcel Léger qui parle, fait adopter le règlement sur les déchets solides, ordures ménagères, rebuts de construction, etc., qui vise à fermer tous les dépotoirs, à créer des sites d'enfouissement sanitaire et à contrôler d'une manière plus efficace le type de déchets qui y sont enfouis. Puis là, il disait, dans ce même texte-là, il disait aussi qu'il y avait un centre qui allait traiter les déchets inorganiques et que ce centre utilisera le procédé SiloSave de la compagnie Stablex. Hein, SiloSave, c'est vraiment la méthode employée par cette compagnie-là pour sceller les contaminants dans une espèce de bloc de béton. Et c'est l'avenue qui a été employée à Blainville. La méthode SiloSave, hein, c'était une méthode de solidification des produits dangereux. On ajoutait une poudre secrète, hein, c'est un secret industriel,
afin de créer un genre de béton qui emprisonnait, soi-disant, on disait que ça emprisonnait les contaminants et ça les rendait inertes pour toujours. Ce procédé-là provient d'Angleterre. On l'a employé abondamment là-bas. Hein, on a même utilisé ce béton-là pour solidifier des routes, pour améliorer des terrains, tout ça, parce qu'on pensait vraiment que les contaminants emprisonnés dans cette matière-là ne pouvaient pas être diffusés dans l'environnement, ce qui, au fil du temps, sera démontré, était complètement faux. Au Québec, on s'est tourné vers cette approche-là. Hein? On a fait, le gouvernement du Québec a fait un appel d'offres et il y a seulement quelques compagnies qui ont répondu à l'appel et Stablex était la plus solide pour répondre aux besoins du gouvernement, disait-on à l'époque. Il y avait quand même un problème parce que les gens se demandaient pourquoi il y avait seulement la Britannique qui appartenait à l'époque à Rio Tinto. Pourquoi il y avait seulement la compagnie britannique qui avait proposé ses services pour la gestion des déchets dangereux au Québec. Parce qu'on avait aussi la compagnie Chemfix, hein, qui était une française, celle-là. Et le responsable de la compagnie française a expliqué que ne pouvait pas soumissionner pour le cas québécois parce qu'il fallait tester cette technologie-là avec le climat d'ici, hein, avec les gels au sol. Est-ce que ça allait fonctionner quand même? Les Français avaient des doutes sur l'efficacité de cette technique-là dans le contexte québécois. Stablex, eux, ne se sont pas barrés les pieds dans les fleurs du tapis. Ils ont décidé d'y aller pareil, puis que ça fonctionnerait sûrement avec le gel. À cette époque-là, il n'y avait pas vraiment d'études qui avaient été faites sur cette technologie-là. On fonctionnait vraiment à l'aveuglette. Et étant donné que c'était la seule qui était suffisamment solide pour répondre à la demande du gouvernement, c'est vers Stablex qu'on s'est tourné. Une fois la technologie retenue, hein, le silo safe, il fallait trouver un endroit au Québec où installer cette usine-là. On a commencé tout d'abord à regarder du côté de Mascouche, mais les gens n'en voulaient pas. On a regardé aussi du côté de Laval, les gens n'en voulaient pas. On a fini par se tourner vers Blainville, même si ce site-là ne répondait pas aux critères de base pour implanter une usine de traitement de déchets dangereux à l'aide de la technologie SiloSafe. Hein, on disait qu'il fallait que ça soit l'usine soit loin des populations. C'était pas vraiment le cas. Fallait pas que ça soit un danger pour la nappe phréatique. Là-bas, il y a même un esquerre, hein, à Blainville. La tourbière est juste à côté, la nappe phréatique en dessous. On voulait pas qu'il y ait de danger de contaminer des cours d'eau. Hein. Il y avait des ruisseaux dans les alentours et le fleuve Saint-Laurent très proche. Il a été clairement dit au début des années 80 que si Blainville avait été retenu, c'était vraiment juste pour des conditions, des considérations économiques et parce que et du fait que les autorités municipales souhaitaient vraiment accueillir cette usine-là là-bas, même si le site n'était pas vraiment prédestiné pour un établissement d'une usine comme ça. Même s'il n'y avait pas eu d'études sur la fiabilité de la technique, il y a eu une grosse campagne à l'époque pour convaincre les gens que c'était 100% sécuritaire. Marcel Léger le répétait, hein, le ministre de l'Environnement, Marcel Léger le répétait sur toutes les tribunes. Et son sous-ministre à l'époque était André Caillé, qui deviendra, hein, qui prendra ultérieurement la tête d'Hydro-Québec. Ces deux hommes-là ont vraiment travaillé très fort pour convaincre les Québécois que cette technologie-là était vraiment sécuritaire. Ça n'a pas convaincu tout le monde parce qu'il y a eu un BAP à l'époque et il y a eu aussi des textes qui ont été écrits dans les journaux. Il y a un mouvement citoyen à Blainville qui s'y est opposé. Hein. La moitié de la population de Blainville a signé une pétition contre la venue de Stablex. Et il y a même des biologistes qui ont publié un texte à l'époque dans les journaux, texte dont je vous lis des extraits. C'était dans le Devoir, ce texte-là. Et ça donnait le ton. Mettons que ces spécialistes-là, on parle de Michel Famelard et Patricia Dubo. Hein, c'est des spécialistes en biologie. Eux, ils n'ont pas été convaincus que c'était une bonne chose de mettre Stablex à Blainville. Dans le texte, on était capable de lire l'urgence d'une politique sérieuse de gestion des déchets industriels et du traitement des déchets toxiques ne saurait faire de doute pour personne. Hein, ce que je disais au départ, c'était tellement le Far West, les déchets toxiques se retrouvaient partout au Québec, il fallait faire quelque chose. Mais eux, ils trouvaient que l'urgence n'était pas synonyme de précipitation.
il reprochait à l'implantation de Stablex à Blainville d'avoir, le ministère d'avoir tourné les coins ronds et de ne pas avoir fait suffisamment ses devoirs pour s'assurer que tout était correct. Hein, il reprenait des extraits du BAP et il disait « Or, les résultats de cette audience sont loin d'avoir démontré hors de tout doute et la sécurité de la méthode de la firme Stablex, le procédé SiloSave et surtout la sécurité du site retenu par le ministre de l'Environnement. Le procédé SiloSave. Tout d'abord, les commissaires notent le peu d'informations sur le procédé de la firme Stablex. Ce que je disais, il n'y avait pas vraiment d'études qui avaient été faites à cette époque-là. La population, et en particulier l'Ordre des chimistes, déplore à juste titre que n'ait pu être déposée une analyse comparative rigoureuse des divers procédés de traitement des déchets industriels démontrant les multiples avantages allégués du procédé SiloSave. Les commissaires ne recommandent pas du tout le site de Blainville. On dit que ça avait un danger d'atteinte à l'état actuel des réserves d'eau potable et des bassins qui se trouvent le long du chemin Saint-Louis dans les limites de la ville de Blainville. Il y avait déjà des signaux d'alarme qui étaient lancés à gauche et à droite par rapport à ce projet d'implantation-là à Blainville. On aurait pu aussi, à cette époque-là, regarder du côté de l'Angleterre. Hein. L'Angleterre c'est là qu'on a breveté la méthode SiloSave. Et déjà, il y avait des problèmes à cet endroit-là. Près de Birmingham, il y a un site qui s'appelle Rattle Chain Lagoon. Il y avait plein de produits toxiques qui avaient été déversés dans un milieu humide. Là. Puis on avait tenté, puis la population était vraiment malade à cause de ça. Il y avait même du phosphore blanc qui avait été tiré là-dedans. Et on a essayé avec le procédé SiloSave de ramasser les bouts pour être capable de confiner ces contaminants-là. Et rapidement, on s'est rendu compte que SiloSave ne fonctionnait pas, que le béton était plus souvent qu'autrement instable. Et la démonstration va être faite qu'avec le gel au Québec, c'est vraiment le cas que ça laisse fuiter des contaminants quand les conditions ne sont pas parfaites. Puis même en Angleterre, dans des conditions qui étaient vraiment moins rigoureuses en termes de climat qu'ici. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, à un point tel que le procédé SiloSave a été interdit et maintenant interdit d'usage en Angleterre. Mais au moins au début des années 80, c'était pas clair. Je l'ai dit plusieurs fois, il n'y avait pas d'études. L'Angleterre, c'est plus vers la fin des années 80 qu'on va se rendre compte que le procédé SiloSave ne fonctionnait pas. Ici au Québec, quand on l'a implanté en 1983 à Blainville, on pouvait encore espérer que ça fonctionnerait bien. Mais dès 1990, les journaux commencent à publier des rapports qui disent que tabarouette à Blainville, ça fonctionne pas, l'eau de ruissellement est contaminée. Le groupe Greenpeace avait sorti un rapport qui démontrait clairement que l'eau de ruissellement autour de la ville était contaminée par l'usine Stablex. On a même eu des problèmes avec le respect des normes par Stablex. Hein? On n'était pas censé dépasser le traitement de 100 000 tonnes de déchets par année. La limite était dépassée. La police verte avait fait une descente dans les bureaux de Stablex pour saisir des documents et la compagnie a été mise à l'amende pour le non-respect des conditions qui lui avaient été attribuées, imposées pour fonctionner à cet endroit-là. Louis-Gilles Francoeur, qu'on retrouvera plus tard au BAP, était journaliste au Devoir à cette époque-là, et il signe des articles dévastateurs sur Stablex. En vertu de la loi d'accès à l'information, il avait obtenu les rapports du ministère de l'Environnement qui dénonçaient Stablex. C'est des rapports que le ministère de l'Environnement voulait dissimuler, voulait pas rendre publics. Puis là, Louis-Gilles Francoeur dit que l'espèce de béton dans lequel les toxiques sont en principe stabilisés pour des générations après avoir été chimiquement neutralisés laisse échapper dans les cellules d'enfouissement un liquide si riche en toxiques qu'il est lui-même un déchet dangereux au sens de la loi. Ça, c'était en 1990. Déjà, on se rendait compte que ça ne fonctionnait pas, qu'il y avait un problème avec cette façon de faire-là. La compagnie était accusée d'avoir entreposé des déchets dangereux dans un contenant à ciel ouvert, d'avoir modifié ses équipements sans autorisation du ministère et d'avoir dépassé son quota de déchets fixé à 100 000 tonnes par année. L'amende pour tout ça, 17 500 $. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même au moins un coup sur les doigts. Plus loin dans l'article où Gilles Francoeur écrit « La première partie du rapport de la police verte qui porte sur le procédé Stablex conclut que le Stablex pourrait bien ne pas se solidifier comme prévu, surtout lorsque la compagnie le laisse congeler dehors en hiver.
Ça avait été dit dès le départ que ça causerait des problèmes l'hiver pour cette stratégie-là. Les enquêteurs concluent que la qualité du produit n'est pas uniforme dans les cellules d'enfouissement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? L'eau à l'intérieur des cellules est fortement contaminée, ce qui ne devrait pas être le cas avec un procédé de neutralisation dont la compagnie garantissait l'efficacité. Le rapport de la police verte est vitriolique pour les services du ministère qui n'ont à peu près rien vérifié, qui n'ont jamais analysé ce que valait ce ciment censé neutraliser pour plusieurs générations les inorganiques du Québec et de l'extérieur. 1990, le fait qu'en 1988, 20% de la production de Stablex venait du marché québécois, 8% du reste du Canada et 72% des États-Unis. En 1990, 43% de la production de Stablex provenait du Québec, soit 2 fois plus que 2 ans auparavant. Les États-Unis, c'était encore à 53,5%. Donc, au fil des ans, la proportion de déchets américains qu'on a traités à cet endroit-là a toujours été importante. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Stablex au Québec. Maintenant, aujourd'hui, où on s'en va avec ça, malgré qu'il y avait des critiques au départ en 1980, que les gens n'en voulaient pas de Blainville n'en voulaient pas en 1980, malgré qu'autour des années 90, on a clairement établi que le procédé était problématique à Blainville avec le gel, les eaux contaminées, le fait qu'on ne respectait pas les conditions imposées. Aujourd'hui, le gouvernement Legault veut encore aller de l'avant. On nous sert encore la précipitation. On nous sert encore qu'il faut aller vite si on veut pas rencontrer de bris de service à Blainville pour traiter, je le rappelle, des déchets qui viennent de l'extérieur, mais aussi du Québec. Le gouvernement est tellement décidé, le gouvernement Legault est tellement décidé d'aller de l'avant qu'il veut même exproprier la ville de Blainville qui possède le site sur lequel l'agrandissement du dépotoir, l'agrandissement du site d'enfouissement des déchets dangereux est ciblé. Hein, c'est le projet de loi 93 qui sera prochainement débattu à l'Assemblée nationale, probablement sous le bâillon parce que le gouvernement veut même pas laisser l'opposition critiquer tout ça. On veut aller vite, toujours plus vite. La ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina, refuse de rencontrer la mairesse de Blainville, Lisa Poulain. On dit qu'il est trop tard, on y va, puis que la ville prenne 17 millions qu'elle obtiendra avec l'expropriation, puis et voilà, merci pour tout. C'est là où on en est actuellement. Hein? Un projet qui devrait commencer sous peu, parce que là, rien ne semble vouloir l'arrêter. Même la loi sur les oiseaux migrateurs du fédéral, il faudra que Stablex ait coupé les arbres sur le site d'ici le 15 avril, parce qu'à partir du 15 avril, la nidification sera commencée et on n'a pas le droit de détruire des sites de nidification. Alors, c'est pas de très bon augure tout ça. C'est un projet qui dérange et pour en parler davantage, j'introduis maintenant Claude Baudet dans mon petit studio virtuel. J'ai maintenant l'immense bonheur d'accueillir dans mon petit studio virtuel Claude Baudet, un homme qui est impliqué dans un dossier dont on parle énormément actuellement sur la place publique dans les médias. Aujourd'hui, on va parler d'un projet d'agrandissement d'un site d'enfouissement de déchets dangereux à Blainville, qui menace en plus une tourbière, qui menace un site naturel. C'est un projet qui est piloté par Stablex. Et comme je vous le disais, ça crée beaucoup de remous. Il y a beaucoup de gens qui sont contre parce qu'il y a même le gouvernement qui veut, avec un projet de loi, tasser la ville. C'est gros, ça brasse. Et j'avais besoin de quelqu'un qui est vraiment impliqué dans le dossier directement, qui vit à Blainville. Hein. Claude, c'est un citoyen de Blainville. Il va venir nous aider à comprendre tout ça. Mais avant de commencer vraiment avec le projet en soi, ici, hein, à Empreinte sauvage, on est attaché vraiment à tout ce qui concerne la nature. Puis Claude, ben, il n'est pas juste connaissant du dossier, il fréquente aussi le milieu naturel en question. Au départ, il était censé être avec un collègue, Mathieu Brien, pour ne pas le nommer, qui, lui, c'est vraiment un photographe qui explore ce milieu naturel-là.
pour des raisons d'emploi, puis on respecte ça tout à fait, moi j'ai aucun problème avec ça, c'était préférable pour lui de ne pas venir sur le balado pour aborder ce dossier-là, mais il nous a fourni plein d'images, images qui vont nous servir pour illustrer la première portion de l'épisode et qui consiste à présenter le site en question. Toi, Claude, tu sais c'est quoi? Parle-moi donc de ce site-là. Ben, je te remercie, Patrick, de me recevoir, puis je salue l'auditoire, ton auditoire fidèle, j'imagine. Écoute, On le souhaite. oui, oui, ben, je pense en tout cas tu as capté mon attention. Comme résident depuis plus de 30 ans à Blainville, au mois de mars 2023, le bureau d'audience avait prévu une soirée d'information où le promoteur Stablex présentait les tenants et aboutissants de son fameux projet. Je me suis présenté là sur la, la lettre, si je puis dire, de Mathieu. C'est Mathieu qui m'a donc signalé qu'il y avait cette soirée-là. Moi, je m'étais intéressé indirectement parce que je fais du vélo. Donc, mais principalement, évidemment, ma préoccupation pour l'environnement vient du fait que je suis papa de quelques enfants et petits-enfants. Donc, j'étais soucieux de ce qui se passait là quand j'ai su qu'on parlait d'une atteinte à une tourbière de cette dimension. Et c'est à proximité, c'est à 2 kilomètres de chez nous. Donc, je me présente à cette soirée et puis ça m'a flabbergasté, qu'on dit, en tout cas en bon français, j'étais renversé d'entendre la bêtise industrielle qui se pointait pour une petite ville de 70 000 à peine habitants, petite ville tranquille de banlieue à 20 minutes de Montréal. Et c'est une affaire qui a, disons, suscité beaucoup de remous, comme tu le disais, Patrick. Parce que c'est ça, c'est que dans la région de Montréal, c'est bon, moi je suis un nord-côtier, c'est que Montréal, c'est grand dans ma tête, là, mais on va appeler ça la région métropolitaine. Des sites naturels comme celui-là, il y en a vraiment plus beaucoup. Hein? J'ai fait quelques épisodes là, dernièrement, bon, entre autres la Rainette Faugrillon, ça nous amène tout le temps à parler des milieux humides détruits à 90% dans la grande région de Montréal. Là, ce site-là, cette tourbière-là, a une valeur écologique importante. On parle d'une superficie là, qui serait visée par la compagnie de 52 hectares boisés et, c'est quoi pour être sûr, là, 9 hectares de milieu humide. Et surtout, c'est que les grandes villes d'Occident ont de plus en plus en tête de reconnecter les différents îlots naturels qui demeurent en périphérie. Toronto a quand même bien fait les choses. Nous, dans la région de Montréal, on a encore beaucoup de devoirs à faire. Et là, ce site-là, lui, ben, il permet de faire des ponts avec d'autres sites naturels. Mais là, en plus, c'est que puis là, je fais un parallèle avec Nordvol dont j'ai parlé dans 3 épisodes. Il y a des espèces sensibles sur ce site-là. Mathieu m'a envoyé des photos. On est à un endroit où on a de la couleuvre verte. D'ailleurs, il m'a envoyé des photos de ça. Moi, j'étais quasiment jaloux parce que de la couleuvre verte, j'en cherche depuis des années. C'est vraiment pas une espèce commune au Québec. C'est même très rare. Ben, pour le bénéfice de ton auditoire, je dois dire, Patrick, d'abord, ce complexe humide, comme on l'appelle, donc moi, je n'ai pas, je vais tout de suite informer l'auditoire, je ne suis pas scientifique. Je n'ai pas la prétention d'une connaissance écologiste poussée non plus. Je suis un simple citoyen intéressé. Mhm. Alors, j'ai recueilli depuis 2 ans un certain nombre d'informations sur ce site-là. Et on parle d'un site où que l'entreprise vise de 69 hectares. Donc, on parle de 100 terrains de football où on trouve une canopée et des milieux humides. Elle est limitrophe à la grande tourbière de plus de 500 hectares. C'est ça, hein? Donc, oui, on parle d'un immense espace qui est unique en ce sens qu'il est le plus grand milieu humide du territoire. Donc, ici, dans notre région, je parle.
C'est ça, c'est Donc, ça. d'où l'importance de s'y arrêter quand on pense, de ce que j'ai compris, et tu me reprendras, que le milieu humide est un capteur de carbone 5 fois plus efficace que la canopée, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Très Alors, important. C'est des milieux naturels qui sont d'une importance cruciale dans la nature en général, mais dans un monde comme aujourd'hui où on a surcarboné notre atmosphère, ils deviennent d'autant importants. Ça fait que quand on décide d'en détruire, il faut y réfléchir à deux fois, mettons. C'est pour ça qu'on a une loi pour les protéger voilà. d'ailleurs. Hein? Écoute, je t'ai envoyé une planche que ton auditoire pourra voir qui montre plusieurs espèces d'oiseaux. D'oiseaux. On a des reptiles, effectivement, dont la salamandre à quatre orteils. Ça aussi, c'est mentionné sur la carte, là, des Ouais, espèces ouais. vulnérables à préoccupation qu'on a consulté, que tout le monde peut-être en connaissance, c'est gratuit, il y a en ligne. Alors, on a la couleuvre tachetée aussi, Ah oui, qui est aussi! Tabarouette. oui, on parle d'une caractérisation qui a été faite par Tanner Unité quand même, là. Ah ouais, On l'inscrit. c'est pas des informations que tu inventes. Tu sais, tout ça, tu l'as bien souligné. Puis moi, c'est ça que j'aime quand on a des citoyens engagés. Tu sais, tu me dis, je suis pas scientifique, mais tu as des scientifiques tout autour de toi. Tu n'as pas inventé une nouvelle espèce de couleuvre. La couleuvre tachetée existe vraiment, puis c'est corroboré par les experts qui sont autour de vous autres. Là. Ah, tout à fait. C'est magnifique. C'est un endroit qu'il faut que les gens occupent. Tu sais, quand on parle d'occuper le territoire, ça, c'est la première chose. La première décision qu'on a à prendre comme citoyen, c'est de faire du vélo, pas dans la tourbière, mais nous, on a le bonheur d'avoir une piste qui traverse la tourbière, fiscale, mais pour les piétons, faites attention, comme Mathieu Brien, qui est un mordu, un passionné de plantes herbivores, on en voit Ah oui, à le cet endroit-là. Saracénie pourpre. Oui, J'ai vu, oui. j'ai vu ces photos. Tu sais, moi, sérieusement, la sarracénie pourpre, là, c'est une plante que je vois beaucoup dans les tourbières de la Côte-Nord, mais j'en avais jamais vu dans la région de Montréal. Tu sais, fait que c'est sûr que c'est ultra précieux d'avoir ça sur ce site-là. Puis tu sais, moi, ça, je vais te faire un parallèle, tu sais, à partir de la Saracénie pourpre. Il y avait un endroit, moi, à Bécomo, où j'allais vraiment faire des photos de Drosera puis de Saracénie pourpre. Puis avec le prolongement de la route 389 ces dernières années, ils ont tout scrappé ça. T'sais, ils ont passé les tracteurs là-dedans, puis tout. Puis moi, ça me fait vraiment de la peine. Puis je comprends Mathieu, puis je te comprends toi, avec l'attachement que vous avez personnel envers un lieu. Moi, c'était juste une tourbière au milieu de la forêt boréale, une comme il y en a des milliers et des milliers d'autres. Mais pour vous autres, là, c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent aussi, là, puis ceux qui sont, ceux qui nous disent, ouais, ben, maintenant, il faut faire des emplois. OK. Mais il faut que vous compreniez, bon, on a parlé des bienfaits que nous amènent des milieux humides, puis les gens qui s'impliquent, c'est la beauté. Les humains ne sont pas faits pour vivre sur l'asphalte tout le temps. Là. Sur l'asphalte, je vais le dire mieux pour les Français qui nous écoutent, parce qu'on a beaucoup d'Européens qui suivent ma chaîne YouTube. On a besoin, tu sais, tu le disais tantôt, le vélo, ça fait du bien. On a besoin, l'humain, de se ressourcer. On n'est pas fait pour vivre juste dans le béton, puis les ordinateurs, puis tout ça. On a besoin de nature. Puis là, j'imagine juste comment toi, puis Mathieu, vous pouvez vous sentir quand vous lisez les journaux, puis qu'ils nous disent qu'ils vont scraper avec pour ce projet-là, qui en plus, c'est pas juste une route, c'est pour mettre des poisons dans la terre. Là. Fait que là, ils vont passer sur vos photos, sur vos plantes, sur tous les animaux. Tu sais, les salamandres vont passer en dessous des tracteurs. Tu sais, Jacinthe Villeneuve, elle m'a raconté comment ça s'est passé dans son cœur quand les tracteurs sont arrivés sur le site, sur le milieu humide de Norval, puis elle a vu tous les arbres pluricentenaires sortir sur des camions, puis tout était scrap. C'est pour vous aussi, là, vous êtes avant que ça arrive. Je comprends tout l'engagement que vous pouvez ressentir, puis la douleur que cette idée-là sème en vous. Là. Écoute, comme tu sais, on s'en va vers une reconnaissance de ces milieux-là comme des personnes. Les tribunaux, Ouais. de plus en plus, semblent aller en ce sens-là. Euh, je dois dire qu'on est plusieurs citoyens avoir été interpellés. On s'est réunis, on a formé un mouvement depuis le printemps 2023. Il y a eu des manifs, on a fait des conférences, on a fait
évidemment, ce qui va avec les Zooms, mais aussi des conférences en présentiel. Ouais. Et on a eu le bonheur, encore une fois, d'avoir dans la contribution scientifique de Daniel Green, toxicologue de notoriété internationale, et qui était là au bac de 80, de 1980. SVP était là. Écoute, lui, il a vu ça naître. Et l'implantation s'est faite en 83 de l'usine. Donc, on parle de Ouais. plus de 40 ans d'exploitation et d'une industrie lourde. OK. Donc, là, pour te parler du mouvement dans un premier temps comme citoyen, oui, on a été, Mathieu et moi, tout de suite sur cette lancée-là au printemps, on s'est dit bravo, on y va, on fonce dès que Radio-Canada est débarqué dans le secteur parce que faut dire que quand est arrivé cette soirée-là, le lendemain, j'ai communiqué avec Radio-Canada, il y a eu un intérêt. Thomas Gerbet, Philippe-Antoine Saunier était prêt à me rencontrer. Il y avait Jean Bissonnette pour la captation visuelle audio. C'était Philippe-Antoine Saunier avec qui j'ai marché pendant une bonne heure sur la piste cyclable. Donc, et on a eu l'occasion à ce moment-là, spontanément, de voir un vison passer. Ce que je Ah, pense ouais. avoir été un vison. Je l'ai vu vite passer là, furtivement sur la piste et ça a été live pour Philippe-Antoine Zoni. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça a levé. L'Union des producteurs agricoles, d'ailleurs, se sont présentés à la manif de juin 23. On a obtenu un bureau des audiences du BAP. Ben ouais. Ouais. Un excellent rapport est sorti de ça, mais pendant toutes les audiences, les citoyens, la totalité des citoyens déclaraient que c'était inacceptable. On a eu des participations, peut-être éventuellement, si tu souhaites en savoir plus, tu me le dis, mais ça a été un BAP fabuleux et le commissaire Zayed, c'était un professeur en santé environnementale. Alors, je peux te dire qu'on était équipés pour rendre compte à la population qu'on avait affaire à quelque chose qui était à questionner, à investiguer, parce que notre gros problème, Patrick, c'est l'angle mort. Ah, Souvent, ouais. ces grosses batailles-là, on est aux prises avec une partie là où on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas été vérifier ça? Alors là, heureusement, on a eu des gens pour lever des roches. Puis là, pendant les audiences, un après l'autre, ça s'enchaînait pour amener des faits. Alors, on a besoin de faits. On était émus, nous autres, les citoyens. L'émotion, c'est pas tout. Il faut aller vers des données. Et là, on a eu au BAP la présence en l'occurrence, que je pourrais mentionner, c'est sûr que Daniel Green a fait sa présentation, mais on a eu un homme qui a été 50 ans à faire de l'excavation, un homme droit comme un chêne, 77 ans, et qui a travaillé 15 ans pour l'entreprise Tablex. Alors, il parlait au commissaire, puis il posait des questions très pertinentes, dont la plus judicieuse, qui était celle de la capacité portante. C'est dans son langage à lui, c'est pas moi. Je rapporte simplement ce que M. Ben ouais. Paquette, Serge Paquette, a amené. Il ne faut pas confondre avec le conseiller de la ville. C'est un expert en excavation qui donc est venu et a raconté comment il y avait de fortes inquiétudes du poids de cette masse de matière dangereuse qui était débarquée dans notre rivière cour en pleine tourbière sur de la glaise, parce que c'est ça l'objectif. Ouais. Hein? L'entreprise souhaite créer une espèce de contenant. Alors là, ils sont partis là, sur une super structure de 22 mètres de haut, 8 étages. On parle de 14 millions de tonnes métriques de matière qu'on veut empiler. Le monsieur Paquette, là, je suis certain de mes chiffres, là, je les ai assez brassés pour dire qu'on parle de l'équivalent. Les gens doivent savoir ça, très important, l'équivalent dans la réalité, à quoi ça représente 14 millions de tonnes métriques pour les gens qui n'ont pas ni donné dedans à quoi ça ressemble, c'est loin d'une pelletée de terre. On parle de 9 tours jumelles de New York. Ah ouais, non, c'est L'équivalent gros. du poids de 9 tours jumelles, vous les avez vues, s'effondrer. Alors Mais ça, c'est faut te avant donner d'entrer dans. Claude, avant d'entrer dans trop de détails, là, on a fini, on a fait, OK, le BAP, les citoyens. Toi, tu es dans un regroupement de citoyens. Vous avez constaté qu'il y avait ce projet-là qui s'en venait. Avant de parler du projet, moi, je veux qu'on parle de Stablex en soi. Un,
c'est quoi cette compagnie-là et c'est quoi son procédé qui est censé être miraculeux, mais qui, dans les faits, origine d'Angleterre et c'est banni en Angleterre. Présente-moi Stablex, s'il te plaît. Eh bien, pour ce qui a été présenté et la documentation que j'ai pu lire, qui a été déposée au bureau d'audience, on parle d'une entreprise américaine, Américaine. principal actionnaire, Bill Gates. C'est ça, On parle d'une par entreprise américaine. par Republic Services. La compagnie qui est derrière ça, le nom de l'entreprise qui est deuxième en fouisseur et qui est en importance, là, on parle de Republic Services, deuxième aux États-Unis et qui débat, bon an allant, 50% de sa scrap des États-Unis. Et on a une partie des déchets dangereux qui proviennent de l'Ontario, autour de 10%, puis le reste du Québec. Donc, on parle d'un enfouissement qui se fait, dit-on, dans le procédé qu'on appelle Stablex. Stablex. C'est ça. On dit que c'est un ciment, un bloc scellé qui va donc être déposé dans des trous qu'on appelle cellules d'enfouissement ou de placement. Et ces blocs-là qu'on dit qui sont scellés à pérennité, qu'on prétend, et là, tu vas pouvoir montrer la partie du vidéo que je t'ai laissé de la vidéo qui démontre qu'on n'a pas affaire à ça. C'est C'est ça. Tu c'est sais, quand il nous présente, liquide. c'est ça. Parce que de la manière dont ils nous présentent ça, ça a l'air d'être des gros blocs de béton inertes que là, Voilà. que t'enterres. En fait, c'est pas ça. Ils font des gros coffres, puis là, ils coulent de la boîte toxique là-dedans, puis eux, dans leur idée, ils disent que c'est censé se solidifier. Mais dans les faits, ça se solidifie pas vraiment jamais parce qu'ils sont obligés de pomper l'eau des intempéries qui tombent là-dedans et qui contribuent, ça fait des fuites. Puis même la compagnie le dit, hein, que c'est pas, sont obligés de faire du pompage pour éviter que cette eau contaminée-là se retrouve dans l'environnement. Donc, c'est pas juste tu sais, moi, dans ma tête, au début, je disais ça, je disais, hey, c'est donc bien super, ça a l'air d'être des petits blocs Lego, là, qui ont traité les déchets, puis enterrent ça, puis ni vu ni connu. C'est un petit peu moins glorieux que ça. Cette partie-là où on parle de blocs qu'on dit qu'on enfouit, ces blocs-là sont au préalable, on parle de matière dangereuse traitée, OK? Donc, on ne parle pas de matière inerte et non contaminante, là. On parle de matière qui est intégrée au béton et là-dedans, OK. on rajoute le lixivia qui s'écoule de toute cette superstructure-là actuellement. Il y a 5 cellules quasiment complétées qui datent donc des années 83 et jusqu'à aujourd'hui. Et on pompe, comme tu as dit, Patrick, continuellement, mais on ignore très exactement, et ça, je ne m'avancerai pas parce que je ne l'ai pas. Je sais que Daniel devait se pencher sur la question de où s'en va ce lixivia-là à partir du moment où on l'a pompé. L'entreprise prétend qu'elle a 10% de ce lixivia-là qui est réintégré dans le ciment. Ah, c'est Moi, juste 10. ce que... Moi, je pensais que c'était Oh, au complet. C'est juste non, 10. Moi, je 10% de pensais la que c'était. compagnie. OK. Ah oui, puis la compagnie, écoute, l'a dit le 8 mars 2023, ça m'a renversé aussi. On dit qu'il y a une partie de ce lixivia-là qui est renvoyée après un traitement sommaire dans l'usine Stablex, renvoyé dans les étangs de la ville et dans les égouts. Alors, ça Ah, s'en va dans ouais. les égouts, ça s'en va où? Dans la rivière des Mille-Îles. Et ça arrive en amont de la prise d'eau de l'usine d'assainissement de Sainte-Thérèse de Blainville. Puis là, juste pour qu'on comprenne bien, Claude, c'est quoi les déchets, les produits, les déchets qui traitent à cette usine-là? Es-tu capable un peu de nous présenter ce qui compose cette boue-là? Je sais qu'il n'y a rien de radioactif, mais c'est quoi exactement là, les contaminants, les produits? On parle de matières métallurgiques, OK. des entreprises qui ont des rejets métallurgiques.
Là, évidemment, il y a une liste, je pourrais fournir éventuellement, si tu le souhaites, là, que l'entreprise avait déposé ça au bureau d'audience. On l'a demandé, effectivement. On parle de plus de 200 produits là, avec évidemment des noms de chimiques ici je peux pas te nommer parce que c'est pas ma spécialité. Daniel pourrait le faire s'il est d'accord de participer à un complément à ton balado. Il est tout à fait compétent pour faire ça. Mais ça interroge sur l'impact quand on sait que le ministère, il y a 3 ans, 3, 4 ans, a déposé sa division là, qui s'occupe de l'analyse des eaux souterraines, a observé du manganèse qui dépassait les normes. Ils ont demandé à l'entreprise d'avertir la population nord-ouest de ce site-là d'enfouissement pour leur dire, écoutez, il y a un problème, le souterrain est contaminé de manganèse. Ah, Alors, ouais. le manganèse, entre autres choses, semble-t-il qu'il y a des conséquences à absorber. On a eu la participation de Mme Chantal Savaria, expert conseil, qui est venue, qui est une femme d'expérience et qui a généreusement donné de son temps le soir de la conférence du 17 décembre 2024 pour expliquer les tenants et aboutissants de ce qu'elle comprenait de l'avis du ministère, parce que le ministère, en avril l'année passée, a lui-même fait ses prélèvements et puis elle a expliqué, elle a donné son avis. En l'occurrence, ce qui a été confirmé dans cette soirée-là, que tout le monde a entendu pourra confirmer, c'est que les prélèvements ont été faits à des endroits qui n'étaient pas susceptibles de présenter des dépassements problématiques pour la population OK. à l'intérieur du site. Quand on sait que Daniel a fait ressortir avec l'exercice qu'il a fait avec les citoyens en décembre 2023, on était plusieurs citoyens supervisés par le scientifique pour faire des prélèvements. C'était un certain nombre de métaux lourds qui avaient été identifiés par Daniel, envoyés à Veritas, le laboratoire crédité, et eux ont fait sortir qu'il y avait un taux dépassant de 320 fois la norme acceptable de cadmium. Alors là, Combien? évidemment, Combien de fois? oh, J'ai pas bien entendu. écoute, c'est renversant. Daniel, quand il a transmis ça, il se faisait un plaisir de revenir sur le fait qu'on avait affaire à des taux absolument là, qui défoncent les plafonds. 320 fois la norme acceptable pour un milieu aquatique. La colonne rouge, là, elle tapait ça là, sur le Parce tableau. que Claude, c'est parce que chez Norvolt, là, on trouvait que c'était vraiment intense, ça, les contaminants qui fuitaient dans la rivière Richelieu. Et le pire dépassement, c'était 8 fois. Toi, tu me dis que c'est 320 fois? On parle du cadmium, là. Je ne sais pas, le 8 fois, c'est-tu le cadmium? Non, non, c'était pas le cadmium, mais je veux dire, tu sais, OK. à Norvolt, là, je vais ramener le tableau là, dans le montage. Là. Oui. Il y avait une série de contaminants. Là. C'était 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus. Puis lui, que Daniel, là, il disait, oh, ça, c'est vraiment terrible. C'était 8 fois plus. Toi, tu me dis 320 fois, mais c'est complètement malade, ça. Écoute, il faut que la population soit au fait quand le ministère a fait ses prélèvements en avril 2024, il l'a fait donc pas dans les zones que Daniel a fait, dans les eaux que Daniel a fait, c'est de l'eau de surface. OK, on s'entend? C'est que de l'eau de surface. C'est ce que Daniel nous a expliqué. Je me réfère à son avis comme scientifique. Ah, Mais c'est un vrai expert, celui là. écoute, puis là, Daniel reprochait, entre autres choses, à la ville, parce qu'on a fallu faire des pressions, on s'est présenté à quasi toutes les séances du conseil pour interpeller la ville pour savoir qu'est-ce qu'ils comptaient faire avec ça. Et là, on demandait, la ville, vous avez une responsabilité, il y a des rejets, là, on a affaire à une population exposée. Cette eau-là de surface, tiens-toi bien, Patrick, circule, sillonne dans les quartiers de la ville, pas de barrière physique. Tu as des enfants qui peuvent aller jouer avec leur bâton là-dedans, puis peut-être mettre les pieds là-dedans. Cette eau-là, empoisonnée, circule la faune, la flore, les animaux domestiques. Tout y passe sans Ben barrière voyons. physique. Daniel Green, il Il était à la y conférence. a pas d'avertissement, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. C'est. On envoie le poison à travers la population. J'ai-tu bien compris, là? Tu as très bien compris, Patrick. Maintenant, Daniel,
en décembre 24, quand il est venu à la conférence, qui a contribué généreusement, je le salue, il a expliqué, attention, surveillez vos enfants, qu'ils n'aillent pas proche de cette eau-là. Donc, le ruisseau Lockhead, qu'on appelle. Il y a, c'est arrivé dans l'histoire aussi. Moi, j'ai rencontré un vieux fermier dans Blainville, sur Côte-Saint-Louis, qui, lui, de génération en génération, sa famille, c'est des Bigrats. Il s'est battu. Ça, c'est le premier militant que je OK. salue. C'est le premier militant en 83 qui s'est levé pour faire une jambette aux ingénieurs qui disait, nous autres, on sait comment l'eau circule en dessous. Monsieur Bégara s'est levé, puis ça a passé dans tous les journaux. Il a dit, attendez, là, vous autres, je vais vous expliquer, moi, dans quelle direction que ça va, ce verre-là, moi. Parce que je le sais par ça, 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 ça. Avec monsieur Bigara, j'ai passé des heures, j'avais 84 ans. Et monsieur Bigara, là, j'ai dit, je vais emporter une bouteille de champagne si jamais on la gagne, celle-là. Et là, il expliquait qu'un été, il s'en va. Il y a peut-être 20 ans de ça, 25 ans. C'est en 2014, je pense. Il se promène avec son chien. Et là, tout d'un coup, son chien il rentre dans l'eau, Dans l'eau dont on passe parle, à l'eau du ruisseau Lockhead, là. de la rivière au chien. Ah, au chien, là, elle est connectée avec Lockhead, là, c'est ça? C'est au sud c'est juste au sud de cet espace naturel-là. OK. Ça passe dans la tourbière. OK? La rivière aux Chiens, c'est donc le bassin versant de la rivière aux Chiens, qu'appelle. Et la rivière aux Chiens est importante. Et là, on a des eaux poissonneuses. Il y a de la vie aquatique. Et le chien sort de l'eau. Pour continuer mon histoire, Monsieur Bigra dit qu'il sentait le poisson mort. Je regarde, c'était plein de poissons morts partout. Ah, Là, ouais. il a interpellé le ministère. Le fédéral est venu prendre ses prélèvements. Ils ont fait leur analyse. Ils ont évidemment conclu qu'ils ne pouvaient pas faire de lien. Donc, ça, on en est là pour cet événement-là, mais lui, évidemment, c'est son espace de jeu, là, c'est un fermier depuis des décennies, puis très, très, très articulé, ce monsieur-là. Il m'a montré ce qu'il a écrit. Tu sais, c'était pas improvisé. C'était un monsieur instruit. Tu sais, c'était un fermier qui était avant-gardiste, là, par rapport à sa génération, là, des années 40, là. Je peux te dire que le monsieur, il m'a sorti des écrits, là. J'ai dit, hey, il y a ici de quoi qu'il parle. Donc, tout ça pour te dire qu'on a affaire à une réalité qui est régionale. L'Union des producteurs agricoles ici s'en mêle. On a eu une manif samedi matin, j'étais présent. La ville était présente. Et ça, c'est un autre dilemme qu'on a comme citoyen actuellement, parce que la population entend dire que la ville, la mairesse défend l'environnement, veut protéger ces tourbières-là. C'est pas ça la réalité. On l'a vu aller depuis des mois qu'on lui dit ajoutez la tourbière dans votre plan de transition écologique. Depuis l'automne 23, ils ont présenté un plan de transition écologique. La tourbière n'y est pas. Ouais. L'éléphant dans la pièce, Patrick, on n'en revenait pas qu'ils n'aient pas intégré la tourbière à protéger. Alors, moi, quand j'ai vérifié auprès de l'urbaniste en chef de la ville, je suis allé à la sortie, là, je lui ai demandé, pouvez-vous me dire comment c'est zoné? Elle m'a confirmé que c'était une zone commerciale, catégorie 5, même si c'était indiqué zone communautaire pour la carte de la ville, zone communautaire, moi, je ne connais pas ça. Fait que j'ai dit, ben, je comprends pas, vous n'êtes pas en conservation. Ben, voyez, c'est une catégorie de conservation, mais avec la possibilité d'ouvrir des commerces de golf, de paintball, il y a un usage potentiel, alors que les 4-5 autres boisés qui ont identifié, caractérisé, qui ont référé au répertoire métropolitain, parce que la CMM a constitué un registre de milieux naturels à protéger. Ça, c'est les 5 boisés que la ville a référés, c'est 140 hectares de petits boisés. Eux autres sont tous de conservation pure. Mais la tourbière, elle est de catégorie 5, donc à usage commercial. Qui plus est, j'appelle la communauté métropolitaine de Montréal, parle à la chef de service de géomatique, puis je consulte leur carte et je lui demande, mais je ne comprends pas, vos cartes indiquent qu'on parle d'une zone industrielle. Pour les 500 hectares de tourbière, elle n'a pas su me répondre.
a dit, écoutez, il faudrait vous tourner vers la ville pour vérifier leur aménagement puis leur zonage. Je dis, de découverte en découverte, on trouve que la ville qui aurait dû s'affirmer, protéger, et entre autres le site de 69 hectares dont il est question actuellement, que la mairesse dit se battre bec et ongle, il a fallu insister pour qu'elle aille de l'avant et déclarer que c'était un milieu naturel intéressant, très intéressant. D'ailleurs, Habitat Nature en a fait une caractérisation en décembre dernier, et elle, tout ce qu'elle souhaite faire, c'est de protéger quelque chose comme 14 Moi, je hectares. lisais tu sais, quand je me préparais pour notre discussion, je regardais dans les journaux, puis j'ai vu passer un extrait d'un texte de Martine Ouellette publié dans le Journal de Montréal, parce que là, on a parlé, tu sais, des contaminants dans, tu sais, la rivière aux chiens, la rivière Lockheed, ben, des ruisseaux plutôt, là, la tourbière, puis, tu sais, tous ces contaminants-là, tu sais, qui se retrouvent dans l'environnement et qui contaminent ça et qui menacent ça. Mais il y a aussi l'air, parce que, tu sais, moi, ça, j'en revenais pas. Là, ça nous ramène à quelque chose qui ressemble un peu à la fonderie Horn en Abitibi. Martine a cité un employé de Stablex qui disait que les émanations, parce que quand ils traitent les déchets, il y a comme des brûleurs à cet endroit-là, si j'ai compris. Il y avait des vapeurs tellement toxiques que le monsieur disait que ça endommageait la peinture de son camion, tellement que c'était vraiment des vapeurs toxiques. Puis là, tu m'as envoyé, toi, mon Snorro, tu m'as envoyé une liste. Là, je regarde sur mon cellulaire parce qu'il y en a tellement que. Attends un petit peu ici. Bon. Le nombre d'accidents, parce que moi, je veux qu'on comprenne bien, là. On avait le site naturel qui est important. On a la compagnie Stablex. Qu'est-ce que c'est? Hein? Depuis 83, enfouissement de déchets toxiques, 600 compagnies, des déchets qui viennent en bonne partie des États-Unis, mais aussi d'Ontario, du Québec. Ils nous disent que tout est sécuritaire, leur procédé Stablex est vraiment, hein, c'est inerte puis c'est ad vitam aeternam. Tu nous as parlé d'un monsieur, un spécialiste d'excavation qui nous disait que c'est trop lourd, que la couche de glaise, à un moment donné, on ne peut pas n'ajouter. Mais moi, ce qui m'a vraiment halluciné, c'est la liste d'accidents que tu m'as envoyée. Là, je vais en lire juste quelques-uns, puis je vais le mettre au profit des gens qui nous écoutent, là. Mais c'est des affaires complètement terribles. Nuage composé de gaz acide s'est dégagé au-dessus du périmètre de l'usine. Ça, c'est pas dans les années 91, là, tu sais, c'est en dedans d'une décennie. Là. Après ça, un J'étais, déversement. Patrick, je peux te confirmer, j'ai vu ce nuage. J'étais Tu l'as avec vu? ma famille à Saint, je demeurais à Sainte-Thérèse et on a vu dans le ciel ce nuage orange-là. Je te mens pas. Et ça, je Mais ne savais pas à ce moment-là que c'était Stablex, mais c'est effectivement le cas. Ça a fait la manchette, ça a été dans les journaux. il y a des dégagements d'oxyde nitrite par la cheminée, incendie composé chloré, acide sulfurique concentré et ses nitrates rejetés, déversement du liquide dans le réseau pluvial, 2 coulées problématiques. Après ça, je vais aller un petit peu plus loin. Émanation d'acide, émission de particules, dégagement de cyanure hydrogène. Ici, ici, hein, il faut que je parle pour nos amis français, fumée orange et brun, c'est un peu ce que tu viens de nous dire là, acide sulfurique. Après ça, ici, on a Blainville, fuite d'environ 50 litres d'huile hydraulique dans un fossé sur le terrain de Stablex. De la poussière de chaux qui a revolé dans les airs pendant 5 minutes, des rejets de cendres qui tombent tout autour. Ici, j'ai fuite de cendres volantes de la citerne de livraison. Mais il y en a. C'est interminable. Fait que, tu as tout ça qui menace. Là, tu me parlais de l'UPA, tu parlais des agriculteurs, parce qu'il y a des agriculteurs autour. Il y a de l'eau potable dans ce coin-là. Moi, la question que je voudrais te poser avant qu'on embarque sur, OK, vers où on s'en va avec le nouveau projet de Stablex, est-ce que les gens autour de toi, on parle souvent dans ces dossiers-là de l'acceptation sociale, est-ce que les gens sont conscients qu'il y a beaucoup d'accidents comme ça qui menacent la santé publique? On n'est plus juste là, tu sais, mon oncle Robert, qui a les salamandres à 4 orteils, il n'en a rien à foutre. Là on est vraiment dans la santé des gens.
des enfants. Est-ce que les gens autour de toi sont conscients de tout ça? Et comment les gens perçoivent Stablex à Blainville? Ben, ça fait 2 ans là, que moi, je me suis manifesté, mais comme je t'ai parlé, il y a des militants des années 83 qui ont réagi demandant puis il y avait, à l'époque, imagine, on parle d'une population d'autour de 10 000, il y avait 5 000 quelques signatures contre. Et Ah ça avait ouais, été hein? refusé par Mascouche, refusé par Laval, et finalement, Blainville a déroulé le tapis rouge. Et soit dit en passant, il y a eu des blessés, c'est paru dans les journaux aussi, il y a eu des blessés, plusieurs blessés lors d'explosions. Alors, on parle au bas d'un expert en sinistre qui est venu parler, je peux le nommer parce que c'est Il est au publiquement BAP. affiché, Ben ouais. Mathieu Ledoux, fils. Donc, lui, il a toujours fait ça, du sinistre en assurance. Et quand il a eu connaissance de la liste des accidents, il a dit au commissaire, Monsieur le commissaire, il n'y a aucune entreprise d'assurance qui va couvrir, qui va vouloir assurer une, une garantie sur cette entreprise-là. Alors, lui, il nous autorisait à poser la question à la ville, y a-t-il des garanties? Y a-t-il des assurances? On parle d'1 million de dollars, Patrick. S'il y avait une catastrophe écologique, Ben ouais. il y a un gros bill de dizaines de millions de dollars pour décontaminer. Eux autres, ils ont 1 milliard de mis de côté. 1 million de mis de côté. 1 million. Et ils n'ont jamais assumé. L'ex-maire qui a occupé le siège de la mairesse actuelle, Pierre Gingras, disait en commission que pour lui, cette compagnie-là, il était assis comme maire il y a pas 20 ans, et il a dit, cette compagnie-là ne respecte aucun de ses engagements. Puis là, il a Ah, incité devant le commissaire, jamais pour payer déposer leur assurance, leur garantie, qui ont fait ce qu'il faut. Alors, on a affaire à la fois à plusieurs incidents depuis 92. Et moi, j'ai questionné une fois un conseiller en lui disant, ça, c'était juste avant qu'on dépose la série d'accidents. Cette entreprise-là nous expose à du danger, monsieur. Le conseiller me répond, depuis 92, il n'y a rien qui s'est passé. Depuis cette 129 accidents-là que tu ben as la ouais, c'est liste, ça. là, date de 92, c'est le contraire que ça a dit. J'y ai réécrit pour lui dire, c'est 129 accidents connus, rapportés au ministère qu'on a là. Qu'est-ce que vous dites de ça? Comment se fait-il que vous m'avez dit qu'il n'y en avait pas d'accident? Il n'a jamais donné suite à ça. Parce que je ne sais pas pour quelle raison, souvent on est placé devant les Ben parce excuses que ça de paraît vraiment pas bien, là, sérieusement. Moi, j'ai regardé cette liste-là, les mots m'en manquaient. Je veux dire, c'est pas des incidents, c'est des accidents, là. écoute, tout est en place. Et c'est aux gens, on a fait du bruit comme on a pu. On a eu les médias, actuellement, il y a un battage médiatique sur le Ouais, fait que la mairesse défend la tourbière, sauf que il faut que la population sache, elle défend 14 hectares sur les 69, puis elle ouais. dit que la compagnie peut continuer à enfouir. Pour elle, elle dit, parce qu'il faut comprendre qu'il y a 2 cellules. Il y a la cellule 6 initiale, qui est près des populations, qu'elle a dit, il faut continuer. Il y en a jusqu'en 2030 sans problème à enfouir. Là, le BAC l'a reconnu jusqu'en même, on parlait de 2040 pour compléter la 6. 2040. Et là, la compagnie dit aujourd'hui, ça presse, il faut absolument ouvrir la 6, l'ancienne. Sauf que la nouvelle 6, la mairesse, elle se bat pour conserver le terrain qui appartient à elle, à la ville. Elle Ouais. fait ce qu'elle a. Sauf qu'en même temps, on a une usine qui continue à enfouir, qui continue à être à risque, on continue d'être exposé à la population. Moi, je dis, il faut que le ministre annonce un arrêt des opérations sur un certain temps, laisser le temps à la compagnie de vider sa commande. Ça peut prendre 1 an. Bon, mais à en arriver à une décontamination éventuelle, bon, les étapes habituelles, ça peut prendre 5 ans. Je comprends tout ça, il y a pas, c'est pas pour demain matin. Mais on peut-tu commencer par une annonce d'arrêter les opérations d'une usine en milieu urbain?
On a besoin de technologie pour récupérer et recycler ces matières-là. On n'a pas de problème, les citoyens, avec ça. Ça, souvent, on nous casse du sucre sur le dos en disant, ces gens-là, c'est juste protester pour protester, un peu comme Norfolk, Patrick. Tu Ouais. sais, on nous casse du sucre sur le dos. C'est pas le point. Cette usine-là ou un autre, et moi, ce que je répète, c'est quand souvent la question vient, comment voulez-vous qu'ils déménagent? Ben, le ministre a le pouvoir, puis eux autres, ils ont les milliards. Alors, il est temps qu'ils passent à une nouvelle technologie. On n'est plus du tout dans les années 83. Il y a de la technologie qui existe aujourd'hui, c'est connu. Alors, moi, j'ai hâte de voir les mains qui vont se lever, des PME qui vont être capables de dire, on va s'en occuper, nous autres, de nos vidanges. Je suis convaincu qu'on va y aller. Là, pour l'instant, je ne peux pas te l'affirmer. Parce qu'ils Parce misent là-dessus. Ouais. Tu sais? Puis tu vois, moi quand j'entends la compagnie Stablex nous dire ça presse, un bris de service, puis tout ça, primo, ça rapporte quoi au Québec, ça, de traiter les déchets toxiques des Américains? Là? Je comprends que pour Stablex, ça, c'est payant, là. Mais moi, j'ai vu que la cellule 6, là, c'est une affaire comme ça rapporterait à l'État québécois 40 quelques millions en 40 ans. C'est des peanuts là, pour nous. Donc, on rend service à une compagnie privée pour venir endommager notre territoire. Moi, j'ai déjà un gros problème avec ça. Moi, là, il est là, le problème. Là. Puis, je veux dire, je suis d'accord avec toi, tu sais, de pas accentuer le problème qui est déjà existant à cet endroit-là. Ça serait le temps de trouver une autre solution. Première des choses, on pourrait-tu juste s'occuper de nos déchets à nous? Parce que c'est sûr qu'il faut traiter les déchets dangereux. Là. On ne peut pas juste les tirer d'un coin et attendre qu'ils disparaissent comme par enchantement. Ça n'existe pas, ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Puis François Legault, il a tort, le premier ministre, il nous disait, mais on n'a pas le choix d'être gentil avec Stablex parce que nous, les Québécois, on exporte plus de déchets dangereux qu'on en importe. C'est faux, le BAP l'a démontré. On en exporte 2 fois moins qu'on n'importe. Fait que, ça, c'est faux. Puis moi, l'autre problème que j'ai, le Claude, avec ce dossier-là, parce que le déménager, mettons, on va y trouver un autre endroit avec des meilleures technologies. D'accord. Mais là, ce qui est vraiment dans le sol présentement, moi, je reviens à ton gars d'excavation, il disait c'est trop lourd. Puis, tu sais, moi, la notion de pour toujours, là, ça n'existe pas, ça, dans la nature. Là, hein? Ça, là, as-tu des gens qui t'ont expliqué qu'est-ce qui va arriver avec ces coffres de déchets complètement ultra dangereux? Tu me dis que la compagnie a 1 million de côté pour faire face aux accidents, mais si, mettons, à part, c'est qui va s'occuper de ça? Parce que c'est pas vrai que ça va rester inerte jusqu'à pour 2 3 000 ans, cette histoire-là. Là. Question qui a été soulevée au bureau d'audience. On n'a pas de réponse parce Non, hein? qu'on est devant des gens qui veulent nous bourrer. Là. Comme tu le dis si bien, Patrick, on nous bourre, on a l'impression d'être qui vont nous duper. Là. On n'est plus renseigné que ça, surtout que dans le groupe de citoyens, on a des ingénieurs. Okay? Au premier chef, Martine Ouellette, qui s'est impliquée activement, qui a donné généreusement de son temps. C'est une ingénieure Ben ouais, de c'est de quoi métier. elle parle, elle, Alors, là. elle est ex-ministre aux Ressources naturelles. Alors, elle a défendu avec nous autres le fait que la Ville devait aller vers un règlement de contrôle intérimaire qui leur permettrait de décider qu'il n'y aura pas de travaux sur le site visé par Stablex. C'est ça qu'on a demandé depuis un an, puis qu'elle n'écoute pas la mairesse, parce qu'on ne sait pas c'est quoi sa résistance. Puis là, aujourd'hui, elle est au pied du mur parce que la ministre Vézina lui dit, Madame, vous arrivez trop tard dans le processus. Ça fait 2 ans qu'on lui dit de bouger. Elle écoutait, mais elle était plutôt dans le sens, et je l'ai entendu dire de mes oreilles, le Stablex, c'est sécuritaire. Ah ouais, c'est ça. Pendant qu'au BAP de 80, au BAP de 81, 80-81, on disait que le Stablex, le produit, était considéré comme une matière dangereuse. Lui-même, Déjà en 81? OK, moi, je pensais que c'était voilà. arrivé en cours. Ah, tabarouette. Là, je suis pas Écoute, content. Je suis pas content après mon René Lévesque, là. ouais, c'est arrivé dans ces années-là. On n'en parlera pas là-dessus, mais puis Martine est concernée parce que je vais dire, on était, tu sais, nous autres, à essayer d'attirer l'attention des partis politiques. Et puis là, c'était souvent pour les partis ici sur le territoire, c'était au gouvernement du Québec de voir à ça. La municipalité se cachait derrière.
on est une créature de l'État. Elle avait des décisions qu'elle pouvait prendre. Il y avait des leviers. Elle a des pouvoirs comme Ben municipalité. ouais. Elle a attendu. Là, elle est placée devant un décret potentiel le 17 mars. Là. C'est déposé, c'est en filibuster là, à partir du 17 mars, ce décret-là qui a été déposé par le ministre Legault, le gouvernement Legault. Alors là, on se retrouve devant une municipalité qui dit se choquer parce qu'elle perd un terrain, mais au fond, elle n'a jamais manifesté clairement son obstruction à l'activité d'un industriel de matières dangereuses, hautement dangereuses. Il n'y a pas d'activité aux dernières nouvelles, comme tu l'as mentionné. Il ne faut pas se raconter d'histoire là-dessus, c'est vrai, mais c'est des matières dangereuses en soi et Ouais. hautement contaminantes et qui peuvent avoir, parce que c'est des contaminants éternels. On sait, il y a un débat actuellement, là, les perfluorés, les PFAS, PFOS. Monsieur Sébastien Sauvé, qui est un spécialiste de l'eau potable, qui est venu faire un coup de tonnerre au printemps dernier en disant il n'y a pas de raison pour pas s'assurer que les usines d'assainissement des eaux partout à travers le Québec fassent l'extraction de ces contaminants éternels. C'est possible de le faire à des coûts tout à fait raisonnables. Et lui a dit, on n'est plus dans l'occurrence, on est dans la causalité. Il y a une causalité démontrée entre ces matières-là, ces contaminants éternels-là, et les cancers. C'est une causalité. Lui, c'est un spécialiste. Là. Je rapporte ce qu'il dit. Moi, je connais rien à ça. Mais je me dis, on est devant des faits. L'État a été placé devant les faits que cette usine-là ici crache des matières qui sont encore contaminées dans les égouts fluviaux. Ça s'en va dans la rivière des Médines. Nous autres, les SMAC, on pompe ça c'est jeté en amont. On pompe ça. Puis là, actuellement, il n'y a pas de normes. Parce que dans le groupe, vous l'avez vu, il n'y avait pas de normes pour certaines de ces matières-là émergentes, là, de ces contaminants émergents. Alors là, on ne sait pas. On ne sait pas. On boit ça. Et Puis ces là, moi, je me suis mis au contaminants-là, Brita. puis Claude, là, les contaminants dont tu parles, là, les PFAS puis ces affaires-là, là, tu sais, quand Daniel Green est venu sur mon balado, là, il parlait de Norval, il parlait, bon, tu sais, toutes les affaires, les HAP, puis ça, c'est quand même, ça s'agglomère à ce qu'il disait. Là. Moi, je suis pas un expert non plus de ça, c'est lui qui m'expliquait ça. Il dit ça, il n'y a pas de danger pour les sources d'eau potable. PFAS, c'est soluble dans l'eau. Ça passe direct. Puis c'est sûr qu'il y a des risques c'est un risque de santé publique. Là, ça va beaucoup plus loin que sauver la tortue des bois. Puis moi, je veux sauver la tortue des bois, là. Mais je veux dire, c'est vraiment une question de santé publique, cette affaire-là. Puis là, tu me parles de la mairesse, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, je comprends la mairesse, elle est sous pression, là. Mais moi, ce que je comprends pas là-dedans, c'est que, tu sais, le gouvernement du Québec fait une loi spéciale pour évincer une municipalité pour donner un terrain où il y a des espèces sensibles, vulnérables, à une compagnie privée qui empoisonne une population. C'est parce que le gouvernement du Québec, son rôle premier, c'est de servir le peuple québécois et de le protéger. Tout ça pour 40 millions, 43 millions, 44 millions en 40 ans. La sécurité publique, la vie des gens de Blainville vaut 44 millions en 40 ans. Vous allez pas cher, mes amis. Non, puis je me suis levé, moi, le 8 mars, en pensant à ça. Comme parent, je ne pouvais pas imaginer les populations avoisinantes exposées au rejet. On parlait de nuages orange. Effectivement, ça nous insurge, Patrick. On ne peut pas faire vraiment que de sujet de penser qu'on négocie en argent quelque chose. On parle de 180 employés dans l'usine, plus les autres qui sont rattachés à ça. Mais on n'est pas en affaires, on est en humain, en termes d'impact sur Ouais. les humains, les êtres humains. Il y a la faune, la flore, c'est sûr qu'on pourrait en parler ici, puis on a de la peine. Mais les êtres humains actuellement, moi j'ai interpellé la ville à un moment donné, parce que je sais que la loi sur la santé publique exige que la municipalité signale au directeur de la santé publique, selon l'article 93 de la loi de santé publique, signale des situations qui exposent la population à des contaminants. J'ai approché la mairesse. Non, elle ne voit pas. Elle me dit, non, je ne vois pas le rapport, M. Baudet. Non, j'étais là, je commençais à filer mal. Au départ, on va au siège du conseil, puis on se renseigne, on est intimidé parce que là, on voit les conseillers, puis c'est toute la même partie ici à Blainville, hein? Il n'y a pas d'opposition. Toute la même gang.
Et là, tu as Mme Ah. la mairesse qui siège en reine et qui domine la salle. Mais on a eu des très belles périodes où on pouvait s'exprimer. Bravo. Ça, pour ça, on a eu de l'espace s'exprimer jusqu'au 20 février 2024. Et là, elle annonçait, sans avoir adopté de résolution, je ne vais pas laisser parler les gens qui restent dans la salle ce soir. Elle a C'est fermé la bouche à tout le monde. Elle a laissé parler deux, trois intervenants. Puis là, elle a décidé, elle-même, sans avoir adopté, comme le prévoit la régie interne, une résolution qui prévoit un encadrement des interventions du droit de parole. Il n'y avait rien de ça, puis elle a décidé, elle, qu'elle fermait la bouche à tout le monde. On était plusieurs à se lever, on n'était pas contents du tout. Et c'est pas là Martine qu'ils ont Ouellet. expulsé Martine Ouellette. Martine Ouellette Ben, s'est fait expulser quasiment Manu Militari, là. ouais, ben, en fait, ce qui est arrivé, c'était un peu curieux, cette histoire-là, Patrick, parce que, tu sais, moi, je me suis levé avant comme un Jack in the Box. Et là, j'ai expliqué à la mairesse que là, elle allait payer le prix politique de ce qu'elle venait de faire là. Puis là, elle a dit au policier dans la salle, sortez-moi là, elle pèse 100 livres mouillés, Martine. Moi je pèse 200 livres, puis avec mon doigt, je la pointais. Je n'ai pas été vulgaire, pas eu de juron. Je me suis exprimé. Je me suis exprimé. Mais là, Martine, c'est elle qui était pointée, puis la police a eu de la sagesse. Il n'a pas du tout réagi. Lui, il n'était pas là. C'est pas une anti-émeute. Puis de toute façon, il n'y avait pas de lieu d'intervenir. Il a fait sa job correctement, professionnel. Mais elle voulait absolument. Puis ça, écoute, on a eu des séances conseils continuellement avec des présences policières, deux, trois policiers. On n'a jamais compris comment Ben ça se ouais. fait. Moi, au départ, je pensais que c'était normal. Je connaissais pas ça. Mais là, je l'ai appris par Martine. Non, non, c'est parce qu'une présence policière comme ça, autant que ça, là, c'est plutôt rare que je vois ça. Fait que, elle s'est fait éjecter, elle s'est fait fermer la bouche par la mairesse plusieurs fois parce que la mairesse disait, allez donc régler vos affaires avec votre parti provincial. Et tu sais, notre questionnement, c'était est-ce qu'on peut protéger le fleuve? Cette eau-là qui est contaminée, là, qu'on a fait des rejets dans l'eau poissonneuse. Au fédéral, l'eau poissonneuse, c'est le fédéral. Et les cours d'eau, comme le fleuve, c'est le fédéral. Alors, la question des matières dangereuses transfrontalières, c'est fédéral, ça aussi, c'est le fédéral, c'est une juridiction fédérale. Le Parti fédéral ici, que je n'aimerais pas si tu ne le souhaites pas, mais ça me ferait plaisir parce que, mon Dieu, j'ai pas été reçu. Tu répondais tout le temps. Moi, il n'y a pas de problème. Madame, On peut nommer tout le monde. on parle de Chabot, de Louis Chabot, là, la dame avec qui j'ai passé 45 minutes à discuter avec elle, en me disant, Madame, un peu de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Elle m'arrête là, puis elle me traite de conservateur. Bon. Euh, Attendez, Madame Chabot, est-ce que je vous ai insulté? Écoute, non, non, pas d'écoute. Puis cette dame-là, donc, a jamais reçu nos revendications. Elle a dit tout le temps, ça c'est au provincial. Je veux pas m'en mêler, c'est le Bloc québécois, là, tu sais. Fait que, il y avait une frilosité là-dessus. Fait que j'ai fait un petit travail ces derniers temps d'approcher M. Bonin, qui est maintenant à l'investiture de Repentigny. J'ai eu quelques échanges avec lui pour un peu lui indiquer que là, je souhaitais être représenté à la Chambre des communes par un parti qui va se tenir quand il s'agit des animaux. Les autres, ils n'ont pas de Canada, Québec, Alberta. C'est les mouches traversent, les orignaux traversent, les caribous traversent. Et là, on parle de protection de la faune, on parle d'atteinte à l'environnement grave potentiel et la santé de la population, ça, on s'en charge ici. Il y a des responsabilités de la municipalité qui n'a pas assumé sa responsabilité encore. Alors, oui, on a été de travers par la suite, puis oui, on n'a pas été content. On a toujours dénoncé l'espèce de discours des deux côtés de la bouche de la Ah mairie, ouais. qu'aujourd'hui, elle protège, elle dit qu'elle veut protéger la tourbière. J'en suis, c'est bien, ça mousse, parlant mal, mais parler de moi. Parfait, ça attire l'attention. Moi, je te dirais même que c'est grâce à elle si tout d'un coup, il y a eu une espèce de galvanisation des troupes, là, puis les médias se sont mis là-dessus depuis 10 jours. Fait que ça, je suis bien content, là, très, très bien. Mais qu'elle vienne pas dire qu'elle protège l'environnement jusqu'au bout comme il se doit avec cette entreprise-là, qui va continuer à opérer, puis qu'elle est d'accord avec ça, là. Mais tu vois,
ces dossiers-là, tu sais, il y a un bout jusqu'où on peut pas aller, tu sais. Le politique, ce qui se passe en coulisses, parce que c'est vraiment étrange. Je veux dire, tu sais, on est dans un contexte où à l'Assemblée nationale se discute un projet de loi qui est une révision des règles en environnement qui est censé accorder plus de latitude aux municipalités en environnement. Puis là, tu te ramasses avec votre dossier où là, la ville se fait évincer par le gouvernement avec le projet de loi 93 pour donner un milieu naturel à une compagnie privée. C'est vraiment très, très étrange. Puis PL 80, 91 et PL 81, je veux dire, ils sont aussi en train de réviser d'assouplir les règles par rapport aux compensations. Évidemment que Stablex va avoir des compensations à payer pour la destruction des milieux naturels dans ce dossier-ci, mais là, on ne sait même pas encore actuellement jusqu'où ça va aller parce qu'ils sont en train de tout revoir la notion de compensation en environnement. Puis la compensation pour le profit des gens, c'est que on a comme une espèce de règle que moi j'aime vraiment pas, là, c'est-à-dire qu'on permet aux compagnies de détruire des milieux naturels en se disant ben, vous avez juste à en reconstruire un ailleurs, fait que ça va être une compensation naturelle. Mais c'est jamais aussi rentable naturellement une compensation, c'est le milieu avant qu'il redevienne quelque chose de vraiment profitable pour la nature, ça prend du temps. Tout ceci étant dit, on a vraiment, je pense, bien démontré que le site a une valeur écologique en soi, que c'est grand. Dans la région métropolitaine, c'est important, il y en a plus beaucoup. On a vraiment fait la démonstration, je crois, que Stablex n'est pas sans faille par rapport aux impacts environnementaux, les accidents, les contaminants qui se retrouvent dans la nappe phréatique, qui se retrouvent dans les ruisseaux, les problèmes de santé publique. On a, je pense, bien démontré que ce projet-là, si il voit le jour, c'est-à-dire que Stablex étend ses opérations sur le reste de la tourbière, ben on vient pas améliorer la situation, on va juste l'empirer. On a quand même des gens, on a vu la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui s'est opposée à ça. Le Parti libéral du Québec est quand même assez dynamique dans ce dossier-là. Au vu de tout ça, mon cher Claude, es-tu optimiste pour la suite? Puis on termine là-dessus. Es-tu optimiste pour la suite? Penses-tu que tu as une chance avec tous les tiens puis avec tous ceux qui sont derrière toi et qui sont avec toi? Est-ce qu'on a une chance d'empêcher ça ou on s'en va vraiment vers ce scandale 2.0-là? Oh, écoute, si j'étais prophète, je pourrais te le dire, mais Patrick, on en parle ici de quelque chose, comme tu dis, de très gros parce qu'on parle d'une multinationale américaine comme la Horn. La Horn a traîné, ça fait quoi, 60, 70 ans que ça traîne cette histoire-là. Alors, c'est sûr que si il y a une bataille que je veux remporter aujourd'hui, moi, comme citoyen, c'est que l'État prenne la décision de sortir ça d'un milieu urbain. La question d'un BAC générique qui va discuter de l'ensemble de la gestion des déchets. Au Québec, on l'a eu en 90 avec Yves Charbonneau, qui a obtenu donc un BAP générique sur la question, qui a traité de la question du tablex aussi. C'est une chose qui pourrait être faite éventuellement. Moi, je ne veux pas mener toutes les batailles à la fois, OK? Je ne sauverai pas la planète. Je pense qu'il y a deux choses. On dit de la vie naturelle qu'elle est surprenante. Hein, Patrick, tu le sais plus Ouais. que moi, comment on a des surprises d'espèces qu'on croyait disparues qui réapparaissent. Un pissenlit dans une craque de trottoir. On a une puissance dans la vie hein, qui est là. Ben, moi, je pense que les citoyens, la force collective, c'est aux citoyens d'apprendre. Moi, j'ai jamais cru que je ferais l'animateur de camp d'été. OK, je veux que les gens se mobilisent, écoutent, soient sensibles, arrêtent, abandonnent le cellulaire quelques minutes pour s'intéresser à l'environnement. On a tous une responsabilité. On s'en va dans un mur. On peut-tu juste rentrer moins fort dans le mur? La décision qu'on va prendre, de réduire au maximum notre consommation. C'est très bien. Ça, l'État est bien, bien bon pour mettre la culpabilité sur le monde. Ah, vous avez tous des cellulaires. C'est pas ça qu'on a Stablex. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire, peux-tu avoir un petit peu plus de réflexion avec tout le monde qui est concerné? On peut-tu laisser la collectivité faire ce qu'elle a fait scientifique, les communautés, impliquer la société civile, de faire une constituante qui va réfléchir, puis il y a des solutions, il y a des options, il y en a. C'est pas vrai qu'on va se laisser embarquer dans un
Ah, on n'a pas le choix, après eux autres, le déluge. Non, on va pas se laisser. Ouais. Ça, c'est Make America Great Again. On n'est pas là ici au Québec. On ne va pas adopter cette attitude-là. Et moi, je pense que la population ici, là, ce que j'ai dit à mes amis du groupe, c'est il faut que la collectivité vive par elle-même. La coalition, c'est pas deux, trois têtes fortes. Là. Il faut que les gens débattent, puis là, on délègue. Chacun y va avec ses postes. Si on a des gens qui sont actifs, s'il y a des gens qui sont en com, s'il y a des gens qui sont scientifiques, tant mieux, on délègue, puis il faut que tout le monde prenne sa part. Mais c'est pas vrai que quelques citoyens vont mener ça à plein, puis ils vont remporter cette bataille-là sans pouvoir collectif. Ça prend un pouvoir pour faire contrepoids. Il y en a plusieurs. Les médias, dans ce temps-ci, font une belle couverture, donc on a un pouvoir médiatique, c'est parfait. Ça nous prend un pouvoir économique. On n'a pas actuellement les fonds pour poursuivre parce qu'on irait en injonction. Si c'était le cas, le Centre québécois en droit en environnement, j'ai communiqué avec eux autres et je leur ai demandé, on parle de 30 000 autour de ça, dollars. On n'a pas ce fonds-là. On n'a pas de pouvoir économique. Alors, s'il y a quelqu'un qui est prêt à s'impliquer avec son argent, on a des pouvoirs politiques qui pourraient s'impliquer certainement si on pouvait avoir quelqu'un qui pourrait prendre ça à bras le corps. Je pense au Parti québécois, en l'occurrence en Terrebonne actuellement. Je les invite à s'impliquer parce que Terrebonne est concernée, ce taux-là, elle s'en va là-bas. On peut-tu avoir des pouvoirs qu'il faut faire contre-poids? Mais c'est pas vrai qu'il y a une gang de petits citoyens qui parlent entre eux dans un... C'est quasiment une chambre d'écho. Hein? On est entre nous, on chicane, mais il faut absolument que la population se joigne le 15 mars. Tu vois, je t'ai envoyé la capture d'écran. Le 15 mars Ouais. prochain, devant l'entreprise Tablet, il y aura manif. Tout le monde est invité à venir. Ça va faire. Stoppons Stablix. Ça va faire. On les invite à aller faire un petit tour de ton côté. Puis la bonne nouvelle, Claude, c'est que quand même, tu sais, avec tout ce qui se passe présentement sur la place publique, je pense qu'il y a, moi, je vois autour de moi, puis je vois les gens avec qui j'ai des contacts, ma communauté, puis tout ça, puis c'est quand même un dossier qui remue, qui heurte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec notre point de vue là-dessus. Alors, je te souhaite bon courage pour la suite. Je te remercie de ton engagement, toi, les tiens, les citoyens. Je salue Martine au passage. Martine Ouellette a fait une méchante belle job dans ce dossier-là. Alors moi, j'espère que on obtiendra ce que tu souhaites. Et pour la suite, ben, mes chers amis, on se retrouve dans un prochain épisode d'Empreinte sauvage, l'endroit où on fusionne les animaux, la nature et la politique. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Salut. Merci, Claude.